On espère que vous avez passé un bel été et fait bonne route. On est ravis de vous accueillir sur ce site magnifique que vous connaissiez déjà pour celles et ceux d'entre vous qui étaient venus l'année dernière. Vous allez pouvoir goûter pendant ces quelques jours, les 3 jours qu'il reste, à l'enthousiasme fort qu'il y a dans ces allées, puisque nous ouvrons avec ces amphis la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, on peut le dire. Alors, bien évidemment, l'offre politique n'est pas pleinement stabilisée. Il y a des candidats à la candidature qui ne sont pas encore complètement déclarés. Mais pour le cas particulier des Insoumis avec Jean-Luc Mélenchon, ça fait déjà 10 mois que nous sommes en campagne présidentielle et donc il en reste 8 devant nous. Donc dans notre propre calendrier, nous avons déjà fait la moitié du chemin. Et ces amphis sont le signe de ce coup d'envoi, de cette dernière ligne droite et du fait que... Il faut que je monte ça, on me dit. Tu veux que je parle comme ça, en fait? Et donc, ces amphis sont le coup d'envoi de cette dernière ligne droite. Alors, autour de moi, comme il y a des personnes qui vont devoir partir rapidement pour toutes les tâches organisationnelles qu'elles ont à assurer, je vais quand même vous les présenter, puisque cet événement, c'est bien évidemment d'abord le fait d'une grande équipe d'organisation, de plus de 250 bénévoles qui ont travaillé à son organisation. Alors, au bout, là, vous avez Colline Maigre, qui est... chargée des événements, au pôle événements de la France Insoumise, qui a œuvré à l'organisation de cet événement. À côté d'elle, Anaïs Belouassa, qui est chargée du programme de l'événement des amphis de la France Insoumise. Hélène Gilda Duclos, qui est comme Colline au pôle événements et qui, toutes les trois, œuvrent à l'organisation de ces amphis d'été. À mes côtés, vous la connaissez, Mathilde Panot, qui est vice-présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Clémence Guettet, qui est la coordinatrice du programme pour ces élections présidentielles. Bastien Lachaud, qui est parlementaire dans le groupe Insoumis et qui est le responsable politique de l'organisation de ces amphis d'été. Et je crois que Manuel Bompard, qui est le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, doit nous rejoindre d'une minute à l'autre lorsqu'il aura fini sa conférence. Alors je le disais, on est très enthousiaste. L'événement... a monté en gamme encore par rapport à l'année dernière. Ça a été le cas également de l'événement des Jeunes Insoumis qui a précédé pendant toute une semaine à Saint-Martin-en-Vercors, à 1 heure de route d'ici, dans un cadre magnifique, avec une participation qui a doublé aux Jeunes Insoumis par rapport à l'an dernier, de belles conférences qui s'y sont tenues. Et ici, sur le site des amphis, entre jeudi et samedi inclus, nous avons au total plus d'une centaine de conférences et ateliers, 150 invités, y compris des invités internationaux. Et donc, je le disais, une équipe de 250 bénévoles qui a travaillé à l'organisation. En termes de chiffres, ce qu'on peut déjà vous dire, même si on attend comme vous dimanche pour connaître la participation globale à l'événement, et c'est une des raisons de notre satisfaction à l'ouverture de ces amphis, c'est qu'en termes de préinscription, nous avons eu plus 40% d'inscrits, de préinscrits à l'événement, comparativement à l'édition de 2020. Donc, on s'attend à accueillir sur le site entre 4000 et 5000 personnes sur ces 4 jours, ce qui en fait clairement l'événement de la rentrée, l'événement politique de la plus grande envergure, et c'est un motif de satisfaction pour nous. L'événement sera également marqué par des concerts. C'est la première année, même si on avait déjà eu l'occasion de jouer de la harpe et du tambour, mais c'est la première année véritablement qu'on organise un festival de musique digne de ce nom, avec chaque soir, jeudi, vendredi et samedi, des concerts avec des artistes, de belles têtes d'affiche, qui ont accepté de venir jouer dans des conditions qui sont dignes d'un festival, qui ravit chaque soir les participants. Nous avons eu hier soir Mélis Mel, puis le groupe de François Schmitt qui nous a régalé de nombreuses reprises et qui a mis littéralement le feu au lac. Et puis nous aurons ce soir Yvan Le Bolloc, ensuite un DJ qui va animer la soirée. Et demain, pour la grande soirée finale du samedi soir, nous aurons Laetitia Chérif, les Fatal Picard et les Marcel et son orchestre qui doivent venir jouer ici aux amphis. Et bien évidemment, l'événement sera conclu dimanche dès 10 h par le grand meeting de rentrée de Jean-Luc Mélenchon sur la grande scène, auquel bien sûr vous êtes toutes et tous conviés. Voilà pour les premiers éléments sur le cadre général de cet événement. J'ajoute simplement que nous n'avons pas interrompu notre activité pendant l'été, puisque vous avez sans doute suivi cela. 3 caravanes ont parcouru chacune 23 étapes pendant l'été, avec un total de 1000 militants qui ont été impliqués sur l'ensemble de ces étapes pour aller dans les quartiers populaires de France, faire de l'inscription sur les listes électorales, alors que l'on sait que 10 millions de Françaises et de Français sont mal ou pas inscrits sur les listes,
électorale, mais également faire de l'accès au droit, le non-recours au RSA qui reste très important, aux aides familiales, aux aides sociales. Et c'est notre tâche essentielle que d'aller à la rencontre de ces populations, qui bien souvent d'ailleurs sont les plus abstentionnistes. Or, notre conviction, c'est que l'élection de 2022, nous pouvons l'emporter à la condition que la grande masse du peuple y participe et non pas qu'elle se tienne à distance, comme cela arrangerait bien M. Macron et quelques autres à ses côtés. Voilà. Après ce propos introductif, je vais laisser la parole à Clémence Guettet, qui va vous parler plus précisément du programme, mais surtout du sondage avec lequel nous avons ouvert nos amphis, non sans satisfaction. Clémence, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je force un peu la voix si vous m'entendez bien. Alors en effet, Adrien en a dit un mot, c'est un programme très très vaste cette année pour les amphis, les universités d'été. On a plus d'une centaine de conférences, de débats et d'ateliers et on l'a conçu un peu différemment cet événement par rapport aux fois précédentes, puisqu'il y a à la fois des débats stratégiques sur l'année de présidentielle qui nous attend, donc comment faire l'union populaire, quel bloc stratégique et politique rassembler pour gagner. Donc ça, c'est des débats avec des parlementaires notamment, mais aussi des associatifs ou des politiques d'autres organisations politiques, notamment Sandrine Rousseau ou Éric Piolle, qui sont invités cette année. Et puis, il y a aussi toute une série de conférences organisées autour de mesures de l'avenir en commun, donc le programme pour l'élection présidentielle. Et vous l'avez peut-être vu dans le programme, qui ont été testés par un sondage qu'on a réalisé auprès de l'Institut Harris Interactive, dont on a présenté d'ailleurs les grands résultats hier pendant une conférence qui était organisée, une conférence introductive de ces amphis qui était organisée avec Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur délégué d'Harris Interactive, et qui visait à répondre à une intuition qui est la force de l'adhésion à ce programme dans la population française, auprès du peuple français, puisque cette année, on discute de cette stratégie d'union populaire annoncée par Jean-Luc Mélenchon pendant toutes ces universités d'été. Donc ce sondage, il est absolument satisfaisant pour nous. Adrien en a dit un mot, mais puisque les 42 mesures qu'on a testées reçoivent une adhésion de 60 à 90% selon les sujets qui ont été testés, notamment du fait qu'on a essayé de regrouper ces sujets par grands thèmes, des thèmes qui nous paraissent essentiels, notamment après 2 ans de crise sanitaire. Par exemple, la relocalisation des activités industrielles en France, plus de 89% des gens y sont favorables, notamment la question excusez-moi, je reprends mes chiffres, la question de la réouverture des lits dans les hôpitaux qui reçoit une adhésion de 86% parmi les Français. Et donc c'était important pour nous de valider politiquement la force de ces propositions, 8 mois avant le scrutin qui nous attend. Et on est évidemment très heureux et satisfait de constater que ça fait écho finalement à des préoccupations populaires essentielles pour les gens et que ça nous donne un espace politique qui est extrêmement conséquent pour les 8 mois à venir. Le débat était aussi intéressant hier dans le sens où on a questionné cette stratégie d'union de la gauche sur laquelle on nous a interrogés pendant très longtemps depuis quelques mois, en réaffirmant, nous, pour notre part, notre ambition populaire et populiste au sens plus large de rassembler au-delà des clivages. Et ce sondage montre la pertinence de cette stratégie. Pour nous, ça peut s'expliquer aussi par la méthode de construction et d'élaboration de ce programme, puisque vous le savez, mais je le répète, ce programme, il est construit et travaillé depuis maintenant 8 mois avec les gens. On a notamment synthétisé cet été des milliers de contributions qui avaient été déposées en ligne sur les différents chapitres et les différents thèmes de l'avenir en commun. Et on va les intégrer pour, à l'automne, pouvoir présenter un projet plus complet et entrer véritablement en ordre de bataille avec l'avenir en commun actualisé pour 2022. Donc voilà, je ne fais pas plus long, mais c'est vrai qu'on était très contents de pouvoir commencer avec cette force et cette impulsion, la rentrée politique pour une année qui s'annonce assez décisive. Et je passe la parole à Bastien Lachaud. Merci Clémence Guettet. Je vais revenir moi juste sur le meeting, mais avant le meeting,
la surprise que Jean-Luc Mélenchon avait annoncée, qui aura lieu donc demain soir au milieu des concerts. Cette surprise s'inscrit dans notre volonté d'utiliser des technologies du monde du spectacle et d'en faire un objet politique afin de pouvoir justement utiliser le caractère des fois spectaculaire, des fois innovant de techniques pour faire passer un message politique et pour permettre que ce message politique puisse être vu, être perçu d'une manière différente, des fois plus poétique qu'un simple discours. Donc c'était dans cet esprit que dès 2017, nous avions fait les meetings en hologramme. Dans le même esprit, nous avons fait les meetings en numérique pendant la période du Covid. Et donc là, nous allons innover à nouveau en essayant d'utiliser une technologie du spectacle, une technologie un peu spectaculaire pour faire passer un message politique. Donc je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Je vous invite à être sur les rives du lac demain entre 21h et 21h30 pour que vous puissiez prendre la mesure de cela. Concernant le meeting, donc Adrien a dit que le meeting aurait lieu dimanche. Il débutera à 10h précises. Il aura lieu donc sur la grande scène des amphis. Ce que l'on peut vous dire à l'heure actuelle sur ce meeting, c'est qu'il y aura une intervenante avant Jean-Luc Mélenchon, que cette intervenante sera Huguette Bello, présidente de la région de la Réunion, qui fait le déplacement depuis sa région ultramarine pour venir participer à ce meeting et aux amphis de la France insoumise. Voilà les éléments que je pouvais vous donner sur le meeting qui, je pense, devrait durer aux alentours de 2 heures et sur les événements de demain soir. Et je pense que maintenant, nous pouvons prendre des questions si vous en avez. Alors, sur votre question sur la constituante, en effet, il y a 63% des Français qui ont approuvé l'idée de changer de constitution et de passer à une 6e République. C'est l'un des scores les plus faibles. J'ai envie de dire c'est quand même déjà 63%. Le premier constat qu'on a fait sur ce sondage, c'est que les questions démocratiques et institutionnelles, largement, il y en avait plusieurs, ont recueilli un peu moins d'adhésion forte dans le sondage. Alors ça commence à 60% et ça s'échelonne jusqu'à 75% pour ces questions-là en particulier.
On se l'explique, et notamment avec les éclairages de Jean-Daniel Lévy de l'Institut, par le fait que c'est des questions moins palpables directement, qui ont moins de, comment dire, qui pourraient avoir énormément de conséquences pour les gens, mais qui sont moins facilement appréhendables, et que donc l'assentiment, on va dire, mesuré est un peu plus faible que pour les autres questions. Et d'ailleurs, celle qui recueille le plus d'adhésion, au-delà de entre 80 et 90%, sont des questions très concrètes, des mesures immédiates qui pourraient changer la vie des gens, telles l'augmentation du SMIC par exemple, ou des mesures qui font écho à des choses qui se sont passées pendant les 2 années qu'on vient de vivre, donc la crise sanitaire et ses conséquences. Donc en effet, les questions institutionnelles sont peut-être un peu moins... un peu moins facilement appréhendable. Je pense quand même que 63% de Français qui sont favorables à un changement de République, c'est un résultat plutôt surprenant même, en fait, positivement surprenant, compte tenu du fait qu'on est la seule formation politique à proposer un tel bouleversement constitutionnel. Donc nous, on était plutôt satisfaits de ça. Après, c'est clair que ce sondage-là, de toute façon, il mesurait un diagnostic. Et non pas nécessairement, c'est pas un sondage électoral, c'est un diagnostic sur la société, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour en changer positivement. Et donc on sait qu'on a un travail de conviction à faire à partir de ça, en 2 temps. D'abord un travail d'explication de nos mesures, et je crois que la constituante reste à expliquer quel mécanisme, quelle mise en place, quelle durée des travaux, comment ça peut être fait, et notamment en faisant référence aux pays qui l'ont déjà expérimenté concrètement. Mais on va continuer de le faire évidemment, puisque pour nous, c'est la colonne vertébrale du reste des changements, et c'est la première chose qu'on fera quand on accédera au pouvoir. Et ensuite, après le travail de conviction, après le travail d'explication, il y a aussi un travail de précision du réalisme de ces changements-là, qu'on fera également dans un second temps de la campagne présidentielle, avec le détail de nos propositions, la faisabilité, avec ce dont Jean-Luc Mélenchon avait parlé dès l'année dernière et qu'on a déjà commencé à préparer, à savoir les plans très concrets d'arrivée au gouvernement, avec des calendriers, quels moyens de l'État pour le mettre en place, quel mécanisme plus précis. Et donc tout ça, on y reviendra dans une seconde phase de la campagne, et sans doute que si on mesurait à nouveau dans quelques mois, on arriverait à 80% d'adhésion pour cette mesure, je l'espère. Clémence est modeste, parce qu'en fait, on peut aussi se dire que les résultats du sondage montrent que sur un certain nombre de points les plus structurants du programme, on a bien travaillé. C'est-à-dire que ce mandat d'opposant à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas utilisé simplement pour nous opposer. On a aussi préparé concrètement l'accession au pouvoir et ce que serait demain un gouvernement qui aurait à mettre en application ce programme. Bon, en tout cas, il est clair que ce sondage, en cette rentrée, il est pour nous essentiel. Ça fait depuis le début de la campagne qu'on s'évertue à dire et à vous dire que pour nous, le candidat, c'est le programme et qu'on souhaite véritablement bâtir une majorité d'adhésion sur ce programme. Bon, donc on s'est dit, plutôt que d'en rester à quelques mesures qu'on avait déjà sondées à l'occasion de nos niches parlementaires, on va être un peu plus exhaustif et on va essayer d'avoir 42 mesures. Hier, Jean-Daniel Lévy, dans la conférence qu'animait Clémence Guettet, a osé dire que si les Françaises et les Français devaient voter uniquement sur le fond et sur le programme, Jean-Luc Mélenchon serait élu dès le premier tour. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Puisque quand il pose la question aux Français, il ne dit pas pour quel institut de sondage nécessairement il travaille, ni qui a commandé le sondage. Donc pour la personne qui répond au sondage, c'est transparent. La question, c'est êtes-vous d'accord, oui ou non, avec telle ou telle mesure? Et on vérifie que sur les 42 mesures qu'on a sélectionnées, il y a en effet une très forte adhésion. Première chose. La deuxième chose qui est importante et qu'il faut ajouter, et qu'on vérifie à l'occasion de cette rentrée aussi, c'est que toutes les enquêtes d'opinion, tous les sondages montrent que plus la participation progresse à l'élection, plus il y a une mobilisation populaire à l'élection, plus Emmanuel Macron baisse, plus la droite baisse, plus la gauche traditionnelle baisse, plus nous montons. Ça se vérifie systématiquement. Autrement dit, on peut considérer que l'abstention fait le jeu d'Emmanuel Macron en quelque sorte, puisque plus le peuple se mobilise, plus il est affaibli. Ça valide donc la stratégie de l'Union populaire. J'insiste bien sur l'idée que ce n'est pas simplement un slogan, c'est une stratégie globale. Ça recouvre tout ce que vient de dire Clémence sur l'adhésion à un programme d'une part, et ensuite la capacité à l'appliquer véritablement, avec non seulement une équipe capable d'eux et qui en fait la démonstration, mais aussi un candidat capable de parler à cette France populaire et de la mobiliser quand il le faut.
Il y a beaucoup de prétendants à la présidentielle aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si vous allez dans un quartier populaire de France citer des noms de certains candidats à la candidature ou certains candidats tout court, ils parlent beaucoup aux Françaises et aux Français. Jean-Luc Mélenchon, ça a au moins le mérite d'être clair. On sait à peu près où on va, on a quelques idées du programme et surtout, on a en face de nous quelqu'un dont on sait qu'il ne change pas d'idée avec le sens du vent et qui est déterminé avec l'équipe qui l'entoure à appliquer ce programme jusqu'au bout s'il avait un mandat populaire pour le faire. Donc, pour répondre à la question sur les caravanes, je disais hier dans le mot d'accueil des amphis, compte tenu de ces éléments, du sondage et de ce qu'on mesure par rapport à la nécessité de la participation, il n'y a pas besoin de se couper les cheveux en quatre ou de se faire trop de nœuds au cerveau pour comprendre ce que nous avons à faire dans les 8 mois qui viennent. Typiquement, on pense, et on s'en faisait la réflexion hier, que les caravanes de l'Union populaire, c'est quelque chose qu'on devrait non seulement faire perdurer sans doute tout au long de la campagne, essayer de décentraliser au maximum, parce que aller voir les personnes qui sont abstentionnistes, non pas pour leur faire la leçon, mais pour leur dire vous avez sans doute intérêt pour telle ou telle raison de votre vie quotidienne à un programme de rupture, et il y a un candidat qui peut l'incarner. Dans 8 mois, c'est clair, les Français ont un choix à faire que moi je résume de manière très binaire, la continuité ou la rupture. La continuité avec tous les candidats qui, avec plus ou moins de zèle, plus ou moins de nuances, avec des étiquettes différentes, vont appliquer les directives de la Commission européenne pour faire court, ou la rupture avec le candidat qui propose, comme l'a dit Clémence, le passage à la 6e République, la rupture avec les traités européens, non pas pour le plaisir, mais parce que c'est une condition à l'application de ce programme, sans quoi ça n'est pas possible. Et donc ce programme de rupture est capable de changer profondément le quotidien des gens, et c'est de ça dont nous avons besoin. Les 3 derniers quinquennats qui se sont déroulés, c'est une alternance politique du point de vue de l'étiquetage, mais dans la vie des gens, ça n'a à peu près rien changé. Sinon que les riches sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au début du quinquennat de M. Macron et qu'il y a plus de pauvres que lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Voilà en quoi résumer le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc oui, les caravanes de l'Union populaire de cet été ont tout leur sens, et je pense que nous allons devoir non seulement continuer, mais essayer de développer cette tâche politique dans les semaines et les mois à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un des enseignements du sondage, c'était qu'il y avait des mesures qui étaient extrêmement plébiscitées par les insoumis. Il y a eu une distinction faite sur la base des électorats. Plébiscitées par les insoumis très fortement. Par exemple, la 6e République recueille un très très fort niveau d'adhésion de la part des insoumis. Ensuite, il y a des mesures qui sont parfois différentes, qui rassemblent beaucoup les électeurs de la gauche au sens large, et voire un peu moins l'électorat insoumis. Et ensuite, il y a des mesures qui transcendent, on va dire, ce clivage gauche-droite plus traditionnel. Ce que je veux dire par programme populiste et populaire, c'est-à-dire que notre ambition, c'est d'aller plus loin que ça, que notre électorat insoumis, évidemment, que notre base militante, qui, elle, va faire le travail d'explication, de prosélytisme quasiment, enfin d'explication de notre programme et de conviction auprès des gens, qu'ensuite on aura, on l'espère, avec la dynamique qui va émerger pendant la campagne, on va réussir à rassembler plus largement un électorat de gauche, et ensuite, sur la fin de la campagne, de transcender ces clivages, et comme on a pu le faire la dernière fois, de rassembler un électorat très populaire qui va s'engager et qui est bien souvent plus, comment dire, plus fidèles, et notamment quand on fait les caravanes de l'Union populaire, des gens qui ne se sont pas déplacés dans les scrutins intermédiaires, mais qui ont intérêt et sentent l'intérêt d'une élection présidentielle dans un système comme celui de la Ve République, pour arriver à ce programme majoritairement approuvé par les Français et ensuite prendre le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon a l'ambition d'être le président des Français au sens large. Et donc, nous, ce qu'on veut, ça n'est pas faire un programme de gauche qui plaît aux militants de gauche, c'est faire un programme qui change réellement le quotidien des Français, qui réponde aux aspirations populaires. Et on peut avoir parfois des intuitions
militante ou politique qu'il s'agit de questionner à l'aune du dialogue et de l'échange avec les gens sur ce qui les préoccupe réellement et ce qu'il s'agit pour nous de mettre en avant, de modifier légèrement, d'employer un vocabulaire qui peut être parfois un peu moins marqué, militant ou de gauche traditionnelle. Et donc c'est ce défi qu'on a devant nous de popularisation pendant les 8 mois à venir et qu'on ambitionne de réussir. Pour nous, c'est clair, et Jean-Luc Mélenchon l'a affirmé dans son interview de rentrée, soit le peuple se mobilise et nous pensons que nous pouvons l'emporter, soit il décide de rester à la maison, et dans ce cas, nous savons quel est notre sort. C'est très clair, et ça se vérifie dans les enquêtes d'opinion. Vous dites que votre programme est majoritaire. Non, ce n'est pas nous qui le disons, c'est un institut de sondage qui a fait le travail et qui nous le confirme. Alors après, comment on traduit ça dans les intentions de vote? D'abord, première chose, vous dites 11%, en effet, c'est le sondage qui vient de paraître. Ça fait de Jean-Luc Mélenchon une nouvelle fois le candidat qui, dans cet espace politique, est largement en tête et au-dessus de la barre des 10. Et je rappelle à tout le monde que lors de la précédente édition, dont certains nous disent qu'on aurait changé de stratégie, qu'on aurait rompu avec la ligne de 2017 alors qu'il n'en est rien, la dernière fois, rappelez-vous que nous sommes passés de 13% à 20% en 4 semaines. D'accord ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a aussi un effet qui se produit, c'est que, y compris parmi celles et ceux qui s'abstiennent, le moment venu, on regarde le tableau politique et on voit quelle est celle ou celui qui est en capacité d'amener au pouvoir un programme de rupture. Et dans ce cas-là, ensuite, très vite, les choses peuvent s'emballer et la progression peut se faire. Alors, comment on traduit une majorité pour un programme en intention de vote pour un candidat qui porte ce programme? D'abord, nous, on a une conviction depuis longtemps, c'est que tant qu'on, et je sais que la question nous sera posée sans doute jusqu'à la veille de l'élection, je le faisais remarquer, mais pour nous, la question de savoir si l'émiettement, la dispersion à gauche peut nous empêcher d'accéder au second tour et à la victoire est une question qui, en quelque sorte, est passée de saison. Elle l'est parce qu'avant l'été, tout le monde se souvient, et vous aviez usé beaucoup de votre temps pour aller faire le témoignage de ces réunions, mais vous vous rappelez des réunions appelées par Yannick Jadot, Olivier Faure, qui nous racontait en chœur qu'il allait avoir un candidat commun. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a même plus, a priori, d'invitation dans les universités d'été des uns et des autres, et puis ils sont en train de se déchirer, les deux voulant nous dire qu'il y aura un candidat. Bon, tout ça, nous le savions déjà au mois de novembre. Et il ne vous aura pas échappé qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a beaucoup tendu la main, qu'on a beaucoup fait de propositions, à la fois pour débattre du programme sur le fond. Clémence en sait quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu les revues qui ont été publiées, on a envoyé, on a proposé des rencontres, on a proposé des discussions. Ça a été fait aussi avec de belles concessions tout de même aux dernières régionales, où on partait de l'idée qu'on voudrait quelque chose de cohérent, de lisible partout à travers le pays, et où à la fin, même des propositions où on disait aux écologistes, on vous propose 5 régions, où on vous soutient contre une, où vous soutenez les insoumis, ça n'est pas possible. Donc on a fait beaucoup en réalité. Et quand certains nous disent encore aujourd'hui, vous devriez faire des pas vers la gauche, en réalité, je pense qu'on en a fait énormément. Mais depuis le mois de novembre, quand la décision était prise pour nous, nous savions que le tableau que vous vérifiez aujourd'hui allait se produire et que chacun déciderait d'avoir son candidat. Donc, pour nous, les choses sont assez claires. Avant l'été, dans un forum de l'Avenir en commun qui avait été réalisé au siège du mouvement, je me souviens que l'un des intervenants avait dit à Jean-Luc Mélenchon, après que l'événement se soit tenu, désormais, ne vous occupez plus de vos concurrents, ils ne sont pas à la hauteur, vous avez le bagage, avancez, tracez votre chemin. J'ai envie de dire, le message est reçu en cette rentrée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne tend pas la main et que toutes celles et tous ceux qui, d'où qu'ils viennent, souhaiteraient prendre leur part à la tâche à accomplir, ne peuvent pas le faire, c'est tout le contraire. Mais la tâche à accomplir pour nous, ça n'est pas de scruter à la loupe les intentions de vote chaque semaine dans les baromètres sur les candidats déclarés à gauche, c'est de voir le marais immense de l'abstention populaire à côté et de l'organisation d'une nouvelle élection qui se tiendrait sans le peuple, avec une masse considérable d'abstention qui touche d'abord les jeunes, qui touche d'abord les ouvriers, qui touche d'abord les employés. Donc la stratégie populiste dont vous demandiez des explications, elle vise d'abord à cela, faire en sorte que celles et ceux qui se tiennent à l'écart votent. Nous avons une certitude, ceux qui veulent que ça ne change pas, ceux qui veulent que Macron se maintienne au pouvoir, lui ou quelqu'un d'interchangeable qui préserverait leurs intérêts particuliers, ceux-là, nous en sommes sûrs, ils iront voter. La question qui se pose, c'est de savoir si celles et ceux qui ont intérêt à ce que ça change, eux, iront. Et charge à nous de convaincre que l'acte révolutionnaire, ça n'est pas de rester chez soi pour s'abstenir. Au contraire, l'acte révolutionnaire,
c'est la révolution citoyenne que nous appelons de nos voeux, qui nécessite de convaincre sur le fond, comme l'a dit Clémence, et de faire en sorte que dans 8 mois, des gens qui, à cette heure, n'en ont pas l'intention, se décident à aller voter. Et c'est la condition pour nous de notre réussite. Sur le plan logistique, les 500 signatures, ça en est où? Et à quelle échéance vous pensez les avoir? Ouais, alors aux dernières nouvelles, ce que je peux vous dire, j'ai pas les tout derniers chiffres et Manu n'est pas là pour nous le dire, c'est lui qui tient les comptes, mais aux dernières nouvelles, avant l'été, nous en étions à 200. Donc on est, temps passe, dans les prochaines semaines, on le pense, d'atteindre la mi-parcours. Donc c'est un travail qui est conséquent, comme à chaque fois, qui est fastidieux. Je rappelle que nous avions proposé à l'Assemblée nationale une loi pour une voie parallèle, qui n'est pas une invention de notre part, mais qui est issue de la commission Jospin qui avait travaillé sur le sujet, proposé comme ça se fait dans d'autres pays européens d'ailleurs, que des citoyens puissent parrainer des candidatures. Et on avait proposé le fameux seuil de 150 000, qui faisait une réponse symbolique à la condition que Jean-Luc Mélenchon avait fixée pour traduire sa proposition de candidature en candidature. Mais il faut saluer, y compris les élus qui parfois ne sont pas de notre bord, mais pour qui il est inenvisageable qu'un candidat comme le nôtre ne puisse pas concourir à l'élection. Donc une nouvelle fois, des camarades sont au travail du matin au soir pour essayer d'aller sonner porte après porte chez les maires de ce pays pour leur proposer de parrainer notre candidat. Et donc oui, on est, je crois, un peu plus de 200, et Manu pourrait vous préciser les choses, mais je pense qu'on sera bientôt à mi-parcours. Vous avez dit que le candidat c'était surtout le programme. Est-ce à dire que vous allez un petit peu plus reléguer au second plan la force de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, dont vous savez qu'elle serait un peu clivante, lui-même d'ailleurs le reconnaît que parfois voilà, il n'est pas forcément aimé de tous, mais qu'il faudrait au moins se concentrer sur ce qu'on propose. Non, puisqu'en fait, bien évidemment, ce qu'on met d'abord en avant, c'est le programme, et Jean-Luc Mélenchon ne cesse de dire que c'est pour nous le plus important. Vous savez, il y a plein de candidats dont vous aurez le programme peut-être 15 jours avant l'élection, pour qui un programme politique, c'est une formalité administrative. On sort un petit feuillet en papier glacé à la fin de l'élection pour dire « Regardez, on a un programme ». Pour nous, c'est le cœur de l'affaire. Donc, évidemment, c'est ce qu'on met prioritairement en avant. La conviction sur le fond et sur le programme. Maintenant, la stratégie de l'Union populaire, elle passe aussi, je le disais, par l'incarnation, puisque nous prétendons passer à la 6ème République, mais nous jouons dans le cadre des règles de la 5e et nous devons conquérir le pouvoir dans le cadre institutionnel que nous contestons. Donc évidemment qu'il vaut mieux avoir un candidat talentueux, bien équipé, expérimenté dans les domaines les plus importants, et qui a cette capacité, je le disais, à parler à la France populaire que nous voulons mobiliser. Encore une fois, je vous le dis, allez faire le test, parlez de quelques candidats à certaines primaires dans certains quartiers populaires, les gens vont vous répondre qu'ils ne les connaissent pas. Donc on a cet avantage aussi d'avoir un personnage qui est identifié, expérimenté, et qui plus est, et ça me semble important aussi, parce que d'autres avant, hein, on se souvient de François Hollande qui avait promis aux Français de renégocier les traités. Je pense que les Français, quoi qu'ils pensent de Jean-Luc Mélenchon, savent qu'avec lui, ils ont quelqu'un qui ne change pas en effet d'idée en fonction du sens du vent, qui ne renie pas ses principes et qui ira jusqu'au bout dans l'application de ce programme. Dès lors que nous aurions un mandat populaire pour l'appliquer, quels que soient les obstacles, nous l'appliquerons. Je ne comprends pas bien votre question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y aura un sondage prévu, quelque chose d'un peu scientifique, qui prouverait que Jean-Luc Mélenchon est celui qui est le mieux à même d'incarner l'Union populaire aujourd'hui? Écoutez, quand nous avons pris la décision de présenter Jean-Luc Mélenchon, ça n'a pas été le fait du prince. Peut-être rappeler la procédure et comment ça s'est fait. Je sais que les primaires sont très à la mode. Je veux juste quand même rappeler qu'à l'heure où on se parle, et avec tout le respect qu'on a pour eux, puisque d'ailleurs ils sont invités chez nous à discuter, il y a deux candidats à la primaire écologiste qui sont sur le site aujourd'hui, Sandrine Rousseau et Éric Piolle, mais enfin tout de même, on parle d'une primaire où il y a je ne sais plus combien de candidats, mais 5 candidats, et je crois qu'aujourd'hui ils revendiquent 20 000 inscrits à leur primaire, d'accord ? Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, on est en passe d'atteindre 250 000 citoyens qui ont parrainé sa candidature. Donc ça a quand même une valeur. Et la décision qui a été prise,
l'a été non seulement par les instances de la France insoumise, mais aussi par l'intergroupe parlementaire. Alors à l'époque, pour occuper les colonnes, il y avait toutes sortes d'articles qui paraissaient sur est-ce que François Ruffin, est-ce que Clémentine Autain ou d'autres voudraient être candidats. On s'est posé la question, c'est une question politique entre nous. Et à l'époque, au début du mois de novembre, dans cette réunion, la question a clairement été posée de savoir s'il y avait d'autres options, s'il y avait d'autres volontés de candidature. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Jean-Luc Mélenchon est candidat. Il est soutenu par plus de 250 000 citoyens, je le disais, et nous sommes persuadés qu'il est de loin le plus à même d'amener ce programme aux portes du pouvoir. Vous savez, on a aussi des outils internes qui nous ont permis de nous aider parfois à nous poser la question. On a déjà fait les essais de voir si d'autres noms pourraient mieux s'en sortir, mais en fait, c'est une évidence que non. Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de son expérience, de son identification dans le paysage et de ses qualités, est celui qui est le plus capable. Et puis, encore une fois, quand vous regardez aujourd'hui les sondages qui paraissent, et notamment le dernier, il est de loin, à gauche, le plus capable et celui qui aujourd'hui est le seul qui est à plus de 10%. Très franchement, si on faisait les comparaisons avec l'édition précédente qui nous a permis de nous retrouver quand même assez près de l'objectif, je crois qu'à la même période, on n'était pas à 11 ou 12%, 8 mois avant l'élection. Donc on a toutes les raisons d'être confiants. Et surtout, on a un plan de bataille dans la mesure où ces sondages nous permettent d'affiner notre stratégie et de vérifier ce qu'il y a lieu de faire dans les 8 mois qui nous séparent du scrutin. La dernière fois, vous aviez fait quand même le plein des classes populaires. En tout cas, vous aviez beaucoup visé dans les classes populaires en 2017. Vous étiez un peu les seuls en fait, à viser cette cible électorale. Aujourd'hui, il y a aussi Arnaud Montebourg et Fabien Roussel qui sont candidats. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un émiettement de l'électorat? Parce que voilà, on serait pas sur cette ambition de mobiliser les classes populaires chacun à votre manière. Mais il est incontestable qu'une fois qu'on a dit ce qu'on a dit sur notre stratégie et sur notre volonté de convaincre d'abord les abstentionnistes et de les ramener aux urnes dans la mesure où nous vérifions que s'ils viennent, c'est en notre faveur et donc pour ce programme de rupture qu'ils viendraient, il va sans dire que pour les électeurs de gauche, il y aura un choix à faire. Parce qu'en effet, il y a plusieurs candidatures. Alors, la candidature de Fabien Roussel, c'est une décision du Parti communiste français. Nous ne cesserons pas de tendre la main. On sait que la plupart de nos votes sont communs à l'Assemblée nationale, que nous avons travaillé ensemble dans les 2 dernières élections présidentielles. Se pose, oui, la question du sens profond de cette candidature, mais je veux dire, voilà, on est encore 8 mois avant, donc discutons. Pour ce qui est d'Arnaud Montebourg, on attend de voir, parce que pour l'instant, on a vu qu'il était candidat, puis il ne l'était plus, puis il l'était à nouveau, puis il ne l'était plus. On avait eu l'occasion de rencontrer Arnaud Montebourg il y a quelques mois et de faire un diagnostic qui visait à dire que la plupart des thèmes qu'il entendait porter sont déjà largement portés en notre sein. Je veux dire, on a largement dans le programme tous les aspects qui sont ceux qui l'intéressent sur la question de la relocalisation d'un certain nombre de productions, de la défense de notre industrie, la question européenne également. Et pour le moment, de ce qu'on a pu en observer, on n'est pas certain que l'orientation que souhaite prendre Arnaud Montebourg corresponde exactement à la nôtre. Donc on attend de voir, il est encore tôt pour le dire. Est-ce qu'on a fait le tour, non ? Ce qu'on a, enfin, le bilan qu'on a pu tirer des caravanes de l'Union populaire de cet été notamment, c'était que les questions de reprise en main démocratique intéressaient beaucoup les gens. Je pense par exemple à l'outil du RIC qui permet de proposer, abroger ou changer la Constitution. Je pense aussi à la question de la 6e République. On en discutait pour ce qui est du sondage. Mais lorsque cette idée et cette possibilité est expliquée dans les discussions, dans les porte-à-porte notamment, elle reçoit un écho très favorable. Donc je pense que ces questions-là sont assez essentielles. Et d'ailleurs, elles ont été très fortement portées pendant la mobilisation des Gilets jaunes, pour répondre rapidement. Ouais, juste vous dire que, à mon avis, il y a 2 choses. Il y a les Françaises et les Français qui s'intéressent spécialement à l'élection, à la politique, et qui peuvent partager une vision globale d'un programme. Quand Jean-Luc Mélenchon résume l'avenir en commun, il dit l'harmonie des êtres humains entre eux avec la nature. Bon, ça fait, disons, une vision globale. Après, ce qu'on vérifie aussi, et ce qu'on vérifie dans les caravanes d'Union populaire que nous avons réalisées, c'est que quand vous avez face à vous des gens qui sont abstentionnistes,
et spécialement dans les quartiers populaires et les zones rurales, les gens vous disent « Ok, le modèle global, j'entends, je vois, mais moi, ce que je veux savoir, c'est concrètement qu'est-ce qui changerait dans mon quotidien si demain Jean-Luc Mélenchon était élu ?» Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on appelle les gens aux urnes, non pas pour dire ce qui est bon pour eux-mêmes, mais pour dire ce qui, de leur point de vue, est bon pour tous. Mais on doit bien voir que les gens, surtout ceux qui sont éloignés de la vie politique, ont d'abord envie de savoir en quoi ce programme changerait leur quotidien. Et de ce point de vue, on a des propositions. Alors c'est clair qu'il faut passer un peu le tamis dans les 300 propositions du programme pour avoir des mesures qui directement parlent aux gens, mais tout de même, pour en citer quelques-unes, on voit que 76% des Français sont pour la hausse du SMIC à 1 400 €. Bon, bah, ça changerait tout de suite la vie des salariés. 68% des Français sont pour que l'impôt baisse pour celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 €. On a proposé cela parce que notre proposition de réforme fiscale, c'est les 14 tranches qui auraient pour effet, comme l'avait montré à l'époque le simulateur fiscal qu'on avait créé, que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient moins d'impôts. Bon, ça change concrètement la vie des gens. Sur le temps de travail, c'est pareil. 69% des Français disent dans ce sondage qu'ils sont favorables à la semaine de 32 heures. Donc je crois qu'on a vraiment des choses comme ça. La gratuité des premiers mètres cubes d'eau, c'est en gros savoir concrètement, je vote Mélenchon, qu'est-ce que j'obtiens aussi pour moi qui change mon quotidien. Parce que jusqu'à présent, on a eu M. Sarkozy qui était de droite, M. Hollande qui était prétendument de gauche, M. Macron qui a pulvérisé tout ça et qui nous a dit de faire de la nouveauté. Mais dans notre quotidien chez nous, dans l'appartement, rien n'a changé. Dans notre pouvoir d'achat, rien n'a changé. Dans l'accès à l'emploi, rien n'a changé. Donc je crois qu'on a besoin de mettre en avant ces mesures. Et puis après, sur les questions démocratiques dont parlait Clémence, il y a aussi des mesures qui permettent d'être gage de confiance. Quand les gens disent bah, « vos mesures, j'y crois, elles sont intéressantes, mais d'autres que vous avant nous ont promis des choses intéressantes qu'ils n'ont pas réalisées », une proposition comme le droit de révoquer les élus, plus que de permettre aux gens de dégager les élus tous les 4 matins, c'est une manière de dire si ce contrat, si ces 10 mesures qui vont changer votre quotidien ne sont pas appliquées, vous aurez un levier qui permettra de dire vous êtes venu nous voir en nous disant que vous alliez faire ça. On a attendu, on est à la mi-mandat, c'est pas venu. On a la possibilité de dire au revoir. Voilà. Voilà, je pense, quelques leviers que nous avons et sur lesquels nous allons pouvoir travailler lors de nos rencontres avec la population. C'est pour nous l'essentiel de ce qu'il y a à faire ces prochaines semaines. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour pour vous? Il y en a encore? Ouais. Allez-y, au fond, il y a une question. Beaucoup d'entre vous disaient qu'on ne va jamais refaire la même campagne 2 fois de suite. Alors, on a bien vu la différence entre celle de 2017 et 2012. Mais qu'est-ce qui va changer fondamentalement entre 2022 et 2017 et sur le plan stratégique? Ça a l'air un peu la même base, populisme, j'espère, et sur le plan idéologique. Alors, il y a une chose d'abord que je voudrais vous dire, c'est que certains se figurent qu'à chaque campagne électorale, considérant qu'une campagne électorale, c'est un exercice marketing de séduction, il faut tout réinventer et concevoir la campagne comme un produit. Nous, il y a une chose sur laquelle nous misons, qui consiste à dire que les urgences identifiées avec le programme que nous avons porté en 2017, elles n'ont pas été démenties. Au contraire, elles se sont plutôt aggravées. Donc même si un travail fabuleux de réactualisation du programme est en train de s'achever sous la direction de Clémence, il est clair que notre intention n'a jamais été de tout réinventer et de faire semblant d'avoir besoin de repartir de la page blanche. Nous voulons plutôt faire preuve d'une stabilité, d'une constance. Alors bien sûr, il faut réactualiser, puisque les années sont passées, mais nous n'avons pas peur de dire que cette constance, nous y croyons. Le fait d'avoir ancré ce programme dans la durée. Ensuite, sur les différences, bon, il y aura des différences de forme. Bastien vous a parlé tout à l'heure de quelques technologies que nous allions utiliser et dont vous pourrez être les témoins si vous restez parmi nous samedi soir. Mais il y a aussi une différence assez fondamentale, c'est que beaucoup d'entre vous, quand vous commentiez la campagne de 2017, vous reconnaissiez le caractère innovant techniquement, ce que nous faisions sur le programme avec le chiffrage, les forums, etc. Mais un des commentaires qui revenait beaucoup, à mon avis à tort, c'était Jean-Luc Mélenchon, l'homme seul. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que vous avez pu faire connaissance d'équipes autour de lui qui constituent clairement les bases d'un gouvernement, d'une part, et deuxièmement, et ça Clémence l'a dit, peut-être qu'elle pourra détailler un peu, c'est la question des plans concrets de gouvernement. Nous avons l'intention, dans les prochains mois, d'aller encore au-delà du programme, c'est-à-dire de dire concrètement comment nous aurions l'intention d'agir dès lors que nous aurions en main les leviers avec cette affaire des plans. Oui, sur les plans, je ne vais pas trop en dire non plus parce que ce sera l'objet de nos actualités de cet automne. Mais en effet, Adrien l'a dit, je pense qu'un élément essentiel de différence par rapport à 2017, c'est l'expérience parlementaire notamment. Le fait que désormais, nous savons faire des lois, les écrire. Nous avons été
Concrètement, nous avons vécu le rôle d'opposition à l'Assemblée nationale, mais nous savons aussi faire de l'initiative parlementaire, donc des lois, des amendements. Et nous avons maintenant une assez bonne idée du plan de bataille très concret qu'on mettra en œuvre dès l'arrivée au pouvoir. Nous avons identifié à la fois les forces que nous aurons à affronter et qu'on ne minore pas. On sait que la tâche sera difficile, mais on sait aussi plus précisément la façon dont on va s'y prendre. Je le disais, les plans, l'idée c'est de montrer concrètement aux gens sous quel calendrier, de quelle façon ils vont être associés, quels moyens de l'État on va devoir renforcer et mettre à contribution pour mettre en œuvre très concrètement ce qu'on a l'ambition de faire, et montrer aussi que tout ça va s'articuler. C'est-à-dire que la première année de mandat, par exemple, va être très dense, et je pense qu'il sera intéressant pour les gens de savoir dans quel ordre nous allons prendre les choses, comment nous allons prioriser, et j'en dirai pas plus à ce stade, mais on va... Cette fois-ci, je pense, décliner avec un grand sérieux l'action gouvernementale insoumise, et ce, notamment grâce à l'expérience parlementaire qu'on a pu accumuler désormais.